Voilà, donc bienvenue au sein de l'Agora du Forum InCyber. L'Agora, depuis les origines, c'est notre réacteur nucléaire. C'est là où on s'exprime librement, avec des opinions qui sont parfois tranchées, mais c'est un peu un lieu d'où on sort en se disant « bon, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris qu'il y avait des positions qui pouvaient être différentes et ça m'éclaire pour l'avenir. » Cette Agora, cette année, vous l'avez compris, est tournée sur la data. La data, c'est la matière première de la métamorphose cybernétique. Cette data, c'est la richesse et le patrimoine informationnel des entreprises, des États, et même notre patrimoine informationnel personnel. Et cette data, elle est bien sûr de nature différente. On a les données à caractère personnel, les données protégées par des secrets, le secret de la défense, le secret professionnel, le secret d'affaires, la propriété intellectuelle. Et puis, il y a d'autres datas qui sont moins importantes. Mais même quand elles sont moins importantes, ces datas, on sait qu'à partir du moment où on les traite avec de l'intelligence artificielle, elles permettent des profilages, elles permettent d'identifier les personnes, elles permettent de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes. Et donc, cette data, on voit bien qu'elle est au cœur de toute cette métamorphose cybernétique. Évidemment, puisque c'est la matière première du XXIe siècle, on voit arriver les prédateurs. Alors les prédateurs, ils sont pluriels. Il y a d'abord les États, des États qui en font un objectif de puissance. Utiliser les datas de tous les citoyens, des entreprises, des Européens en particulier. Vous voyez bien quelle est l'ambition de certains États, notamment de nos alliés américains, qui au travers des big tech font tout pour entrer dans nos propres données, y compris par des lois extraterritoriales. Je pense au Cloud Act, je pense à l'article 720 du FISA, le règlement américain sur le renseignement, je pense à l'Executive Order 12333. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, parce que c'est un élément de puissance, les puissances entendent les utiliser pour maintenir leur puissance, voire l'accroître. Et puis, nous avons les prédateurs, les cybercriminels, qui sont là pour, finalement, rechercher dans la data tout ce qui permet soit de la monétiser, soit de l'utiliser pour agir, soit dans les systèmes de traitement automatisé de données, voire agir sur nos esprits. On voit très bien, par exemple, aujourd'hui, l'importance de la data dans les ransomware pour les entreprises. Donc tout ça, ça nous amène aussi vers la big tech avec leur business model qui repose sur la data. Et on le voit avec l'intelligence artificielle et LLM, eh bien, il est clair que sans data, il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est une vraie question. Alors, il y a trois manières de voir les choses. La première, c'est, comme certains pays, dire liberté absolue, pendant un amendement de la Constitution, la data est libre avant tout. Et puis d'autres pays, contrôle absolu sur la data. Vous voyez à peu près le système chinois, ou quel que soit, je dirais, l'action que vous menez, vous êtes contrôlé, évalué, mesuré, sanctionné. Et puis, il y a ceux qui pensent à la régulation. La régulation, c'est un peu l'idée fondamentale de toute la réglementation européenne depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la directive de 95 devenue règlement général sur la protection des données. Mais on voit bien que l'Union européenne a créé un corpus, peut-être un peu trop millefeuille, un peu trop compliqué, de réglementation qui permettent de protéger la donnée des citoyens, protéger la donnée des entreprises. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment que face à cette question essentielle de la protection de la donnée, il n'y a peut-être pas encore une vision globale, unitaire de l'Europe. Or, on le voit bien dans le contexte de guerre que nous connaissons, qui est une guerre réelle, cinétique, cybernétique, mais aussi une guerre économique. Il est absolument urgent que l'Europe se réveille, sorte du verbiage, sorte du discours, pour enfin passer à l'action. Nous sommes, comme je l'ai dit hier, dans un cercle plus privé, dans une forme de légitime défense numérique. Il est temps maintenant de dire, ça suffit. Il est temps de dire maintenant, on avance. Et on avance sur des normes européennes. Alors évidemment,
On va vous dire qu'il y a Cernium Cloud pour l'ANSSI, la France, avec des références extrêmement exigeantes. Il y a eu le UCS européen qui se discute aujourd'hui parce que c'est justement autour de l'UCS que se marquent les différences entre les États d'Europe. Et puis, bien sûr, on a aussi le score Sovereignty Framework, qui lui n'est pas une norme, mais qui est plutôt un élément d'évaluation. Mais tout ça, ça nous amène à dire une chose. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, que l'Europe doit se réveiller, que l'Europe doit avoir une stratégie. C'est nous qui devons l'exiger. Parce que si on ne l'exige pas, on ne l'aura pas. Vous avez entendu peut-être, si vous étiez là hier, la vice-présidente de la Commission européenne, je la remercie d'être venue, mais je dis, il faut changer de braquet. Il faut avoir un autre discours. Et c'est là, ce matin, on va voir justement l'importance de cet autre discours. Et vous allez, avec cette agora magnifiquement animée par Sarah, que je remercie, avoir un panel vraiment de très grande qualité, avec des personnalités qui, je pense, vont vous mettre, vont mettre en avant, je dirais, à la fois les points de convergence et les points, peut-être, de divergence. Alors, c'est quoi choisir le bon référentiel pour le bon usage de la data? Comment la concilier? Effectivement, la souveraineté et la performance européenne, parce que tous les métiers évoluent beaucoup plus vite que la réglementation. C'est-à-dire, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Nos process ne sont plus du tout, correspondent plus du tout à la vitesse de la métamorphose cybernétique. Finalement, comment peut-on être toujours innovant, agile, tant on respecte des exigences de souveraineté, de sécurité et de conformité? Voilà. C'est les questions qui vont être posées ce matin, et je remercie les panélistes d'être parmi nous et donc d'ouvrir maintenant le débat avec Sarah. Et je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le réacteur nucléaire, donc il nous faut de la pression et il nous faut de la puissance. Sarah, je vous laisse la parole. Merci Général pour ce propos liminaire, lucide, exigeant et qui pose avec précision les enjeux qui nous réunissent ce matin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce théâtre Marie Curie du Grand Palais au Forum in Cyber Europe. Sans plus attendre, nous allons continuer à éclairer, décrypter, cartographier avec un panel expert et prestigieux qui associe perspectives européennes et internationales, représentation nationale, décideurs publics et industriels, dont notre champion du cloud souverain. Philippe Miltin, Outscale, marque Dassault Systèmes, avec 3D Experience, opère partout dans le monde. Et ce que vous observez, mettez en avant, sur les sujets du cloud, au-delà de l'Europe, c'est la question, la demande de souveraineté et son universalité. Vous avez d'ailleurs, c'est assez cocasse, des demandes provenant des États-Unis pour s'affranchir des hyperscalers américains. Oui, bonjour à tous et à tous. Je crois que déjà en mon introduction, les choses ont été posées et dites. Je pense que Outscale, c'est une marque de Dassault Systèmes. Aujourd'hui, on opère partout dans le monde. Il y a la particularité de Dassault Systèmes, c'est qu'il y a 390 000 clients et Dassault Systèmes est le leader mondial de tout ce qui est jumeaux virtuels. Et donc, on opère surtout de l'IP, donc de tout ce qui est propriété intellectuelle de nos clients. Ils y sont très attachés. Et donc, la souveraineté ou la résilience, quelque part, est un élément de différenciation très importante sur lequel, aujourd'hui, évidemment, en France et en Europe, les besoins sont là, mais chaque pays, aujourd'hui, demande et exige d'avoir aussi des solutions souveraines, locales. Une fois de plus, la souveraineté, c'est juridique, c'est politique, c'est économique. Et pour nous, la souveraineté, c'est, je dirais, 4 critères. Donc, pour la France, on a Cernium Cloud et on le rappelait tout à l'heure, EUCS en Europe, on traîne et on tarde à offrir une solution pan-européenne dans le domaine. Mais donc, on a cet espace législatif qui nous protège des lois extraterritoriales. Il y a le sujet des opérations, et donc on opère avec des opérateurs locaux, donc ça c'est un deuxième élément important. Le troisième, c'est évidemment la partie technologique, c'est d'avoir cette capacité à offrir une solution technologique qui n'a pas de dépendance pour 2 raisons.
La première, c'est pour se protéger de ce qu'on appelle le pricing power, hein, donc de ne pas être dépendant d'État sur lequel on veut se protéger. Et puis le deuxième, c'est d'avoir le choix. Hein, le choix d'Outscale, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est d'avoir un orchestrateur hyperviseur qui a été développé autour d'open source. Et surtout, on a du double sourcing et du multi-sourcing sur l'ensemble de nos composants. Et donc, il n'y a pas de dépendance technologique. Et puis le dernier élément qui est important, c'est l'élément financier. Lorsque on veut développer cette souveraineté, si on dépend financièrement des États dans lesquels on veut se protéger, il y a aussi quelques problématiques. Et donc ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, et on le voit pour Dassault Systèmes, on offre des solutions qui sont composées de l'IA sur lesquelles les solutions on-premise ne fonctionnent plus. On a besoin d'opérer dans un mode cloud avec cette IA et effectivement d'offrir toutes les garanties de souveraineté, de résilience qui vont permettre en tout cas à nos clients d'opérer en toute sérénité pour pouvoir développer les solutions dites sensibles ou de propriété intellectuelle sont absolument fondamentales. Merci. Your Excellency, Ambassador Norman, we all recall this. Votre Excellence, l'ambassade de Nord. Oui, on sait tous qu'il y avait un incident avec un blocage. Il y avait une paix et une sécurité. Nous avons vu comment la technologie est au cœur de la géopolitique. Il est devenu une arme. Quel était l'impact pour la conversation néerlandaise sur la dépendance et le cloud spécifiquement? Merci beaucoup, Sarah, pour cette question très pertinente qui est vraiment au cœur de notre débat aux Pays-Bas. Je voudrais dire qu'il est absolument inacceptable les sanctions contre les institutions internationales qui sont en train de préserver l'ordre juridique international. Cela n'applique pas seulement aux serveurs. Donc, il y a le procureur qui est bloqué de son compte bancaire. Il y avait des juges également qui ont reçu des sanctions qui sont aussi bloqués de leur compte bancaire pour les services digitaux. Et il y a une relation entre le corps international criminel et Microsoft. Et il y a une coopération, une collaboration pour assurer que les marques peuvent toujours fonctionner. CISOS était au courant qu'il n'est pas possible que quelqu'un de l'extérieur ne peut pas bloquer quelqu'un dans un écosystème. Donc, ils ont trouvé des solutions différentes. Mais pour nous, on travaille étroitement avec beaucoup de partenaires pour trouver des solutions durables pour l'avenir. Nous avons toujours des sanctions institutionnelles contre le corps international pénal. Donc, ça sera difficile pour l'ICC de continuer. Donc, on travaille là-dessus. Et nous, en tant que de pays hôtes, nous avons une responsabilité d'aider. Mais il y a d'autres pays, y compris la France, qui travaillent pour trouver des solutions durables pour que l'ICC puisse continuer. Mais on discute la dépendance également avec les sociétés tech. Il y a un exemple peu connu, c'est l'Amsterdam Trade Bank. En 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine, il y avait des sanctions imposées sur les Russes et sur l'Amsterdam Trade Bank qui appartenait aux Russes avec des clients russes. Ils ont été forcés de rendre des services et la banque s'est terminée. Mais on n'a pas réfléchi parce qu'on ne savait pas que c'est un exemple. On n'a pas pris en compte ce que ça veut dire pour les autres banques, pour les autres sociétés. Donc, il y avait des conséquences assez importantes. Et aussi, aux Pays-Bas, il y a 2 ans, il y avait SIDN. C'est le registre pour les noms de domaine aux Pays-Bas. Ils voulaient mettre leurs données sur AWS. Et puis, le Parlement a dit non, il faut trouver une autre solution.
Donc, il y avait une discussion en Parlement. Il y avait des personnes qui, depuis des années, ont discuté cette question. Et maintenant, on doit trouver des politiques pour une stratégie numérique. Nous avons maintenant un ministre chargé de la souveraineté numérique maintenant. Il y a des débats publics, il y a des associations civiques qui sont en train de débattre cette question. Ce qui nous démontre qu'il y a les RSA aussi, ils veulent me convaincre et qu'ils ont des solutions européennes pour le cloud. Ils veulent proposer des solutions et les données seront sécurisées. Cela nous montre qu'ils sont vraiment impliqués, ce qui me donne de la confiance parce qu'ils ont peur que nous, on trouve nos propres solutions. Donc, moi, je suis assez optimiste et nous sommes capables de trouver nos solutions cloud en tant qu'alternative. On ne va pas, bien sûr, bloquer les vendeurs américains, mais on veut trouver nos solutions. Votre Excellence, merci avec votre nom d'excellence. L'impact économique des achats de services en matière de logiciels et de cloud, 264 milliards d'euros par an. C'est la dépendance numérique de l'Europe face aux fournisseurs américains, à chiffre à mettre en regard des dépenses de gaz et de pétrole. Comment l'avez-vous calculé? Que révèle-t-il? Dressez-nous, si vous le voulez bien, le paysage dans lequel nous nous trouvons. Oui, merci. Alors, cette étude que nous avons réalisée en partenariat avec un cabinet d'études macroéconomiques, le cabinet Asteres, on est parti d'un constat. C'est-à-dire quand on a voulu voir quels étaient les chiffres, les quantifications des échanges entre les entreprises françaises, européennes et l'industrie américaine du numérique, on n'a trouvé absolument aucun chiffre ou des chiffres extrêmement partiels. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord et essentiellement des échanges commerciaux intra-européens avec essentiellement un pays qui est bien connu, c'est l'Irlande, qui concentre l'essentiel de ces échanges intra-européens, et puis également les Pays-Bas et le Luxembourg. Et donc, on n'avait pas de chiffres pour quantifier. Alors, on a pris une méthode assez simple, on s'est limité au périmètre du marché B2B du logiciel et des services cloud, et on a construit à partir de modèles et d'interviews d'entreprises en regardant dans leurs comptes comment est-ce que tout ça se répartissait, et ensuite eh bien c'est le rôle des économistes de faire tourner leurs modèles pour donner des indications. Alors ce sont des ordres de grandeur qu'on est en train d'ailleurs d'affiner avec le groupe, avec le cabinet Asteres. Les ordres de grandeur, c'est 83% des achats de tech sur ce marché B2B du logiciel et des services cloud en Europe, dans l'économie européenne, c'est à l'égard de l'industrie américaine du numérique. 83%, 264 milliards d'euros en 2025, en ordre de grandeur, bien sûr, donc plus de 260 milliards, et 80% de la valeur ajoutée de ces 264 milliards est créée aux États-Unis, ce qui permet d'entretenir un peu moins de 2 millions d'emplois directs, indirects et induits. Donc l'économie européenne finance un peu plus près de 2 millions d'emplois aux États-Unis. Ça, c'est ce que l'on constate. Voilà. Donc on est en train de consolider tous ces chiffres en ce moment avec le cabinet Asteres, et puis d'en tirer quelques conclusions qui sont un peu plus prospectives. Alors ça veut dire quoi ces chiffres? D'abord, ils signifient une dépendance extrêmement forte de notre économie à l'égard de l'industrie américaine. Quand je dis ça, je le dis
avec le regard des adhérents du CIREF, c'est-à-dire les grandes entreprises, essentiellement des grandes entreprises européennes, et on partage ces constats avec toutes nos associations sœurs en Europe, notamment CIO Platform Nederland aux Pays-Bas, avec lesquelles nous travaillons très régulièrement, avec Voice en Allemagne, avec Beltug en Belgique essentiellement. Et on partage ces constats. Et on partage notamment également les constats sur les conséquences, notamment les conséquences économiques, puisque ce sont des dépendances aujourd'hui qui sont inscrites dans une dynamique de hausse tarifaire de près de 10% par an. Globalement, sur ces 264 milliards. Vous savez, quand on fait un peu de maths, en 7 ans et demi, quand on a une hausse de 10% par an sur un volume, il a doublé au bout de 7 ans et demi. Hein. Donc, à l'horizon 2031-2032, on pourrait être dans des ordres de grandeur de 500 milliards sur cette dépendance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des conséquences juridiques. C'est-à-dire que l'essentiel, 83% globalement, des traitements, des données et des traitements associés, et c'est très important les traitements associés sont sous juridiction américaine. Et ça, c'est quand même un enjeu qui a deux axes. C'est celui des entreprises et de leur résilience. Est-ce qu'il est admissible pour certains traitements, pour certains types de données, qu'elles soient sous juridiction américaine ou une juridiction non européenne, parce qu'en fait on pourrait avoir également le même, si on était dans des volumes d'échanges équivalents, la Chine a à peu près les mêmes types de législation. Et enfin la troisième conséquence, de manière assez macro, c'est une conséquence géopolitique. Ça veut dire que nous avons 83% des données et des traitements associés de l'économie européenne qui dépendent des relations géopolitiques entre notre continent et les États-Unis. Et ça, il faut qu'on les analyse, ces trois conséquences, toujours sous l'angle des entreprises. Ça veut dire quoi pour une entreprise? Mais également sous l'angle politique, c'est-à-dire le traitement collectif de ces dépendances. Et ce ne sont pas les mêmes choses. C'est pour ça que quand on parle d'une entreprise, nous on parle de sa résilience numérique. Quand on parle des États et de la Commission, des institutions européennes, on parle des politiques publiques de souveraineté numérique. On veut bien parler de ça, mais c'est à peu près le seul endroit où l'on veut réserver la notion de souveraineté numérique pour les entreprises. Nous parlons de leur résilience. Et c'est ça qui importe à un board, à un COMEX, c'est de travailler sur sa résilience numérique pour résister à différents aléas qui peuvent venir engager l'usage de technologies numériques dans ses activités. Merci Henri Dagrin, très éclairant. Albar Queiroz, the Department of National Security is the advisory body. Le département de sécurité nationale est un département du Premier ministre. L'Espagne a une stratégie cloud poussée par la DSN. L'Espagne est en train de développer un cadre pour les clouds. Est-ce que vous pouvez parler des clouds, la facilitation des clouds en Espagne et les leviers effectifs en Espagne? Si. Spain approach to L'Espagne a une approche sur la résilience et la stratégie. On est consciente que notre technologie de base dépend sur des pays tiers. Donc, il est difficile de l'éteindre. Il est important de garder le contrôle des données, des services et de l'infrastructure critique. Donc, on le met en pratique. Il y a 3 piliers. Le premier, c'est la gouvernance et la coordination. Deuxième, c'est la certification et la régulation. Et le 3, c'est une bascule de la conformité vers la législation. Mais je veux souligner le travail des autorités en Espagne. Il y a plusieurs autorités en Espagne. Et concernant la gouvernance, le département de sécurité nationale joue un rôle clé dans la coordination pour toutes les autorités nationales. Et il est essentiel de garantir l'alignement pour avoir un investissement en long terme. Nous sommes en train d'augmenter l'investissement
dans des planifications cybersécurité et on veut continuer à le faire. La deuxième chose, c'est la réglementation, la certification. Cette étape est très importante pour nous. Nous avons une approche concrète et opérationnelle et je voulais souligner le travail de notre centre de cryptologie qui a un modèle de certification multiniveau. Premier niveau, l'infrastructure est certifiée sous un cadre national de sécurité. Deuxième, c'est les produits prémices avec des critères communs. Et troisième, c'est nouveau pour les produits basés dans le cloud. On a une certification qui s'appelle Cyclone. Il y a l'information en ligne, que vous pouvez trouver l'information en ligne. Nous, on comprend qu'il est important d'avoir une sécurité cloud. On ne peut pas avoir juste une simple certification. Donc, il faut vérifier la sécurité et vérifier que tout est aligné avec toutes les opérations. Pour conclure, je voulais juste dire, nous croyons vraiment dans les modèles hybrides basés sur l'infrastructure locale ou européenne et alignés avec la sécurité. Donc, on doit créer la confiance et assurer la résilience pendant les crises. Il faut assurer que nos infrastructures critiques seront en place si jamais il y a une crise. Et je pense aussi qu'on doit avoir la capacité d'adapter nos modèles de sécurité pour des modèles cloud et aussi pour l'IA. Je vais en parler plus tard. Merci beaucoup. Merci. Chargé du cadre réglementaire du cloud et de la donnée à la Direction générale des entreprises. Vous êtes ainsi la personne idoine experte avec qui évoquer le cadre réglementaire en cours et les négociations en cours, CSA2, CADA, le futur texte qui doit aussi traiter d'enjeux de politique industrielle. Que se joue-t-il dans les arbitrages en cours au niveau européen à Bruxelles ? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit énormément d'initiatives européennes émerger au niveau européen sur des sujets d'autonomie stratégique, de souveraineté numérique, notamment dans le domaine du cloud. Et justement, le Cloud and AI Development Act et la révision du Cyber Security Act sont vraiment des gros sujets aujourd'hui. Et c'est des initiatives qui sont porteuses de nombreux enjeux pour les administrations publiques, pour les entreprises, mais aussi globalement pour les citoyens, avec des problématiques qui se jouent vraiment à mi-chemin entre sécurité et compétitivité de notre écosystème européen. Parce que peut-être pour faire un petit pas de côté et pour rappeler, le cloud, c'est vraiment au cœur de la transformation numérique de notre économie. C'est au cœur de nos services publics et plus globalement du fonctionnement de nos sociétés. C'est un secteur en pleine croissance qui, selon certaines analyses, pourrait même atteindre des revenus à peu près similaire au secteur des télécommunications d'ici 2030. Et donc, c'est vraiment une dynamique très positive, mais qui pose un double impératif. Et ce double impératif, on le retrouve aujourd'hui dans les discussions européennes. C'est comment continuer d'innover tout en protégeant nos données, nos actifs, nos infrastructures et plus globalement, en fait, notre souveraineté numérique. Parce que c'est vraiment ça qui joue derrière. Et on ne pourra pas le faire seul. Il faudra que on pourra réussir à construire quelque chose que de manière collective. Et c'est justement précisément pour ça qu'aujourd'hui l'Europe doit s'affirmer et adopter des textes à la hauteur de ses ambitions. Et dans cette perspective-là, c'est essentiel aujourd'hui que soit mis en place un véritable mécanisme robuste, crédible, transparent, qui permet justement d'adresser l'intégralité des risques cyber et notamment liés à l'application de lois extraterritoriales et que ça soit aussi un instrument qui soit mobilisable pour les administrations publiques mais aussi et surtout, je dirais, pour les entreprises. Et c'est précisément en fait ces sujets-là qui doivent être traités de manière concomitante dans le CADA et dans la révision du CSA. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un momentum politique, on a un contexte géopolitique qui nous aide à aller dans cette direction-là. On peut s'appuyer notamment sur des partenaires européens qui sont dynamiques, au premier rang, enfin,
certains qui sont à nos côtés, et aussi, je pense à l'Allemagne, avec qui on s'est engagé dans le cadre du sommet sur la souveraineté numérique à avancer dans cette direction-là. Je tiens également à souligner, parce que c'est pas toujours le cas, on peut les oublier, alors que c'est quand même notre principale force, c'est que en France et en Europe, on a la chance d'avoir un écosystème industriels, dont certains sont également autour de ce panel, très engagés, et je tiens vraiment à les saluer parce que sans eux, en fait, on n'arrivera à rien. Si je puis dire juste un mot globalement, en fait, la souveraineté numérique et ce qui joue dans les discussions au niveau européen, en fait, il faut qu'on le porte collectivement, ensemble, et qu'on le construise. Parce que la souveraineté numérique, c'est pas qu'une abstraction, c'est une condition pour la continuité de l'action publique, c'est une exigence pour nos citoyens, pour les protéger, et surtout, c'est un indispensable pour soutenir l'innovation et la compétitivité et la résilience de nos entreprises. Merci beaucoup, Chana Leduc-Morin, pour cet appel à la mobilisation européenne et en prenant ce momentum en cours. Guylain de Salin, the World Bank helps developing. La Banque mondiale nous aide dans la transformation digitale. Et est-ce que la Banque mondiale peut aider les pays en développement? Merci beaucoup, Sarah. Je suis ravie d'être ici. Je fais partie d'une équipe avec la mission d'aider les pays en développement et d'accélérer leur transformation numérique. Nous avons un portefeuille d'investissement de 7 millions de dollars. On a aussi des conseils technologiques et assistance, mais la sécurité est une question clé pour les pays et les gouvernements avec qui on travaille. Ce que j'ai remarqué récemment, c'est qu'il y a une question qui revient tout le temps, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique. Comment est-ce qu'on peut avoir la souveraineté numérique pour les pays avec qui on travaille? Ils ne veulent pas être seulement des consommateurs, ils veulent faire partie de la chaîne de valeur. Et je pense que ce qui est remarquable, c'est qu'il y a 10 ans, personne parlait de la souveraineté numérique. C'était une question sensible. À l'Union européenne, on parlait de la souveraineté stratégique. Donc, il était très important le travail des Pays-Bas et de l'Espagne. Donc, de point de vue de la Banque mondiale, pour nous, la souveraineté numérique, c'est une question de légitimité, mais il est aussi une réponse à une question plus profonde. Comment est-ce que je peux faire confiance à la technologie dont j'utilise et comment je peux m'assurer qu'il est résilient? Donc, je pense qu'Alba, vous avez déjà parlé de cela. Et la souveraineté, c'est quelque chose qu'on veut vraiment en avoir. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin. Ce que vous faites à l'Union européenne, les autres pays sont en train de regarder, observer ce que vous faites. Donc, il est important de voir ce que l'Europe fasse dans les prochaines années. Donc, il y a le cadre réglementaire et il y a une partie certification. Nous aussi, on a une certification. Oui, c'est très utile. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour l'OECD. On a travaillé ensemble sur la cybersécurité, sur les produits et les services. Donc, on a fait des analyses, on a créé des rapports et les conclusions étaient qu'il y avait un échec de marché. Parce que si on est consommateur, par exemple, des services cloud, il est difficile d'évaluer le niveau de sécurité en tant que consommateur. Il est difficile de comprendre quels services cloud sont sécurisés. Il y a les risques technologiques, donc et d'autres risques. Donc, les certifications sont introduites pour aider avec la symétrie, pour la transparence. Donc, pour le marché, il est important, EUCS ou la certification en Espagne est important.
Mais de notre point de vue, un risque qu'on voit, c'est la fragmentation. Parce que si nous avons un cadre pour chaque pays, c'est difficile à gérer pour le secteur privé. Pour vendre des services et pour grandir au niveau mondial. Donc, dans l'idéal, il faut avoir une convergence. Donc, je pense au niveau EU, c'est important. Sinon, peut-être on peut cibler des normes internationaux, comme un peu comme ISO, par exemple. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin, mais j'espère qu'on peut avoir un peu plus d'alignement, de convergence. Merci, c'est beaucoup de valeur avec vos points. Prendre les questions structurantes posées par le général. Comment choisir le bon référentiel pour le bon usage? Comment aligner le niveau de protection sur le risque réel? Alors, je pense d'abord qu'il faut qu'on dise les choses de façon claire. Par exemple, on a beaucoup parlé de SecNum Cloud en France comme étant l'alpha et l'oméga de la souveraineté. C'est un processus de cybersécurité dans lequel il y a un article 19.6 qui prévoit des règles de gouvernance qui permettent d'éviter une participation capitalistique importante d'acteurs étrangers. On l'a utilisé, en fait, nous-mêmes parlementaires, on l'a utilisé dans la loi SREN en essayant de tordre un peu le modèle. C'est qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de textes qui nous permettent de pouvoir parler de souveraineté, de pouvoir l'ancrer. Et c'est là où le législateur français, qui a toujours un peu tendance à codifier les choses plutôt que de le faire de façon droit souple, trouve ses limites. C'est qu'on ne peut pas aller trop loin parce qu'on est dans un cadre européen et que c'est le cadre européen qui nécessite, qui est le bon terrain de jeu. C'est pour ça que la vraie question c'est EUCS, la vraie question c'est comment est-ce que la Commission s'empare de ce sujet, comment est-ce qu'elle décide de mettre à l'agenda un Small Business Act, un Buy European Act, un certain nombre de choses. Le législateur français ne peut pas tout faire. Il a simplement pris un référentiel et il l'a un peu tordu. C'est un peu comme sur résilience, quand on prend la norme ISO et qu'on essaie d'en faire le début d'un référentiel de cybersécurité. Et c'est toute la question qui nous agite dans le cadre de la transposition de NIS 2. Ce que les Belges ont décidé de faire autrement, en prenant la norme ISO comme étant la base pour la plupart des entreprises de NIS 2. On manque de ces référentiels et donc il faut qu'on arrive à avoir un référentiel ou des référentiels européens partagés. Et quand je dis partager, c'est-à-dire qu'il faut qu'on évite que ces référentiels soient l'objectif d'une course à la labellisation en fonction des pays. Il faut absolument qu'on ait des équivalences, il faut qu'on ait des discussions qui soient et des choses qui soient claires au niveau européen sur le sujet. Je pense qu'effectivement le momentum est là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'en passer et qu'un certain nombre de pays qui au départ ne voulaient pas rentrer dans cette discussion commence à le faire et on arrive à avoir des interactions. Le sommet germano-français de l'année dernière est ce bon exemple-là, c'est-à-dire que les Allemands ont commencé à s'aligner sur cette position, les Néerlandais, ça a été dit tout à l'heure, rentrent dans cette discussion-là, les Belges commencent à rentrer dans cette discussion-là. Et donc on a le bon moment. Et ce moment, il faut qu'on arrive à poser les choses et à le faire de façon très calme et qu'on évite de penser que c'est la France qui pousse du SecNum Cloud dans tous les coins. On a effectivement été un peu en avance. Il faut qu'on arrive à voir comment est-ce qu'on met tout le monde autour de la table et on trouve un référentiel commun qui préserve ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une autonomie stratégique. Mais voilà, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à les trouver. Je pense que pour l'instant, on a simplement pris des briques. On les a un peu tordus et c'est pas forcément celles qui répondent à tout. Et on le voit bien avec, et je finirai là-dessus, avec tout le débat qu'il y a aujourd'hui en France autour de bleu et de sens, qui montre bien que SecNum Cloud n'est pas quelque chose qui fait la totalité de la souveraineté. C'est simplement une norme de cybersécurité dont une des briques particulières concerne la partie de la gouvernance de l'entreprise qui est certifiée. Monsieur le député, merci. Philippe Miltin, sur votre technologie, vous l'évoquiez, comme orchestrateur hyperviseur, vous n'avez aucune dépendance technologique. Vous vous distinguez par une stratégie cloud souveraine, fortement ancrée dans l'open source et les standards ouverts. Passons en revue, si vous voulez bien, ces critères de souveraineté. Oui, alors, je pense que si on veut faire en sorte qu'en Europe,
on fasse naître des champions. On s'assure qu'il y ait une sorte, je dirais, de fédération de cloud providers européens qui couvre l'Europe. Henri l'indiquait, 264 milliards, c'est aujourd'hui le marché du cloud. Les clouds souverains aujourd'hui en sont très loin. Et donc, ce qui est important, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est l'interopérabilité, la réversibilité, faire en sorte que aujourd'hui on peut passer d'un cloud à un autre. Et aujourd'hui, chez Outscale, il y a des éléments qui nous guident qui sont importants. Le premier, c'est qu'on utilise les standards du marché. Et donc de faire en sorte qu'on peut passer d'un cloud à un autre de façon très facile. On a aujourd'hui effectivement la partie hyperviseur orchestrateur, qui est donc la partie software qui opère le cloud, qui est une base open source qui a été développée par Outscale. Et donc cette dépendance technologique n'existe pas. Donc ça c'est aussi un point très important. Et de faire en sorte après que on utilise l'ensemble du sourcing possible. Là je salue le fait que Bull vient de renaître de ses cendres aujourd'hui. Donc il y a un constructeur français et européen là qui vient de renaître, enfin qui vient d'Atos. Mais aujourd'hui, on va multiplier ces sources-là. Mais les points, en tout cas, extrêmement importants pour faire naître, en tout cas, des champions. Un Buy European Cloud aujourd'hui qui deviendra évidemment essentiel. Que l'Europe prenne conscience aujourd'hui qu'il est important de démarrer, parce que je dis bien, il faut démarrer. Aujourd'hui, on est aux prémices, en tout cas. Il y a cette prise de conscience, et effectivement, on a ce momentum géopolitique aujourd'hui qui le favorise. Mais une des clés de succès aujourd'hui, ça va être de donner toute confiance à nos clients, de pouvoir démarrer, passer d'un cloud à un autre. Un des éléments aussi importants, c'est que le cloud aujourd'hui, on rentre, on sort, c'est la base même du cloud, et notamment par exemple, Outscale ne fait pas payer tout ce qui est données entrantes, données sortantes, donc on donne des éléments de confiance à nos clients pour montrer qu'effectivement notre catalogue de services aujourd'hui répond à une très grande partie des besoins de nos clients, qui leur permettent d'opérer, de démarrer. Bon, j'y reviendrai après tout à l'heure, mais je pense que la partie complémentarité est importante. On ne remplacera pas aujourd'hui 264 milliards de cloud providers américains du jour au lendemain. Et donc il est important, en tout cas, de donner confiance aux industriels européens. Il y en a un certain nombre aujourd'hui qui existent en France et en Europe. Et il est important, en tout cas, de leur donner tous les moyens d'accélérer, parce qu'aujourd'hui, on a cette capacité-là, et cette capacité à aujourd'hui ne pas avoir cette dépendance technologique vis-à-vis des éditeurs américains. Merci beaucoup, Philippe Miltin. Your Excellency, Votre Excellence, la résilience et autonomie numérique, vous avez mentionné auparavant, ça fait partie de votre stratégie. Vous avez un nouveau gouvernement. Il y a un ministre de l'économie. Vous avez maintenant un ministre chargé de l'économie numérique et souveraineté. Il y a une conversation qui a basculé aux Pays-Bas d'un thème de dépendance et vers la souveraineté. Il y avait une enquête qui a dit qu'il y avait beaucoup qui vont boycotter s'il y avait un échec. Oui, je vais juste parler. Quand on parle de Big Tech, nous, on trouve qu'on est vraiment derrière, en retard par rapport à l'Union européenne, mais si on regarde tout, il y a deux parties où nous, on joue un rôle clé, et ça veut dire que les États-Unis dépendent de nous aussi. Bien sûr, nous, on a ExaMil, et on a Ericsson, et pour les réseaux de télécommunications. Et nous avons énormément de talents. Si vous allez à la vallée Silicon, vous voyez qu'il y a beaucoup de talents, mais il y a de plus en plus de talents qui préfèrent ou qui veulent rester ici en Europe, parce que le climat intellectuel est beaucoup plus fructueux. Et ici en Europe,
Mais en termes de cloud, il y a une politique du nouveau ministre et dans notre stratégie de développer plus de capacités cloud. Et on va faire aussi dans le contexte européen. Moi, je préfère aussi de parler de l'autonomie numérique parce qu'il est important d'avoir le choix. On ne va pas exclure les choix. On veut protéger les données. Donc, il est très important le rôle des gouvernements parce qu'il y a aussi dans les processus d'achat public, donc il faut vraiment regarder bien les solutions européennes. Souvent, on cherche des solutions rapides et les Américains nous le fournissent. Mais maintenant, on a un ministre qui est chargé de ce développement de nos capacités et qui nous force et qui force les gouvernements au niveau national, régional, pour voir quelles entreprises dans notre écosystème néerlandais et européen, qu'est-ce qu'ils puissent faire. Il y a plusieurs sociétés néerlandaises, donc il y a cette interopérabilité et on n'est pas bloqué avec un seul cloud. On peut donc, comme on a déjà dit, cette interopérabilité est essentielle. Votre Excellence, merci. Ce dernier, vous avez adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur le CSA2, sur l'EUCS, dénonçant ce que vous appelez une fiction juridique, à savoir la distinction artificielle entre risque technique et risque non technique. Qu'attendez-vous concrètement de Bruxelles, au-delà de l'article 80-1, alinéa alinéa V. Voilà, c'est ça. Mais aussi pour un label d'immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale. Bien. Alors c'est vrai, tout le monde le sait, le 20 janvier, la Commission européenne a publié la version révisée du Cyber Security Act, qui le dernier est entré en vigueur, le premier enfin, est entré en vigueur en 2019. Et je voudrais refaire un petit peu, une remise en perspective historique. Ça me paraît important de comprendre en fait les dynamiques qui sont à l'œuvre et pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec cette fiction juridique vue d'une entreprise en tous les cas, de la distinction entre des risques qui seraient techniques et des risques qui seraient non techniques. En fait, on a l'impression qu'il y a des juristes qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, comment fonctionne une direction des systèmes d'information, ce que c'est que le patrimoine informationnel d'une entreprise, et qui ont travaillé en 2024 pour justifier la décision de la Commission de renvoyer le UCS, qui comportait jusqu'en 2023 des critères d'immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale, lorsque Anthony Blinken a envoyé une lettre diplomatique, une note diplomatique à Ursula von der Leyen et aux chancelleries européennes, en disant si vous adoptez le UCS avec ces critères d'immunité, ça ne sera pas sans conséquence sur les relations économiques et sécuritaires entre les États-Unis et l'Union européenne. À partir de là, démission de la Commission européenne, le UCS repart à l'ENISA et on expurge le UCS de ses critères d'immunité qui n'avaient pas posé de problème jusqu'à mi-2023, jusqu'à fin 2023, qui n'avaient pas posé de problème. On ne savait pas comment les articuler avec les niveaux substantiels, basiques substantiels élevés. On a fait l'élevé plus. Bon, ça convenait à certains. C'était plutôt conforme avec, en plus, en France, avec le SecNumCloud. Mais bref, ça posait pas de problème. Et puis il y a eu cette injonction américaine qui nous a amené à cette démission. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand on est une entreprise et qu'on regarde son patrimoine informationnel sensible, ces données critiques et les traitements associés dans le cloud, on ne se pose pas la question de savoir si
un accès à nos données se fait via une attaque de cybercriminels ou via un accès légal d'une législation étrangère, notamment pour faire du renseignement d'intérêt économique. C'est pas le problème. Le problème d'une entreprise, c'est comment est-ce que je dispose à l'échelle européenne, parce que c'est le besoin aujourd'hui pour toutes les grandes entreprises, qu'on soit une entreprise française, qu'on soit une entreprise néerlandaise, qu'on soit une entreprise allemande, espagnole, italienne ou polonaise, on a besoin d'avoir à l'échelle européenne un schéma de certification de sécurité des services cloud qui permette à valeur légale, c'est important, qui soit mis en œuvre de manière homogène sur l'ensemble du marché européen et qui soit d'adhésion volontaire en fonction de mon analyse de risque. Et si j'estime que mon analyse de risque, elle nécessite qu'il y ait des critères d'immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale, quand je suis une entreprise, il est normal que ce schéma de certification permette de répondre à ce besoin. Et c'est pas un besoin qui serait de nature politique, qui serait de nature diplomatique, qui serait de nature géopolitique, c'est un besoin très technique, très pratique, qui répond aux besoins opérationnels des entreprises en matière de protection de leurs données à caractère, de leurs données sensibles et stratégiques. Ce débat autour des risques techniques, risques non techniques, pour une entreprise, il est, pour un DSI, pour un CIO, pour son COMEX, pour son board, il est totalement lunaire. Ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, qui se permettent de le prendre, de le porter, au détriment de la sécurité de l'économie européenne. Extrêmement clair. Extrêmement clair. Merci Henri Dagrin. Albar Queiroz, with data breaches in mind, you've raised this important question in our... Donc, lorsque nous avons préparé, nous sommes préparés à ça. Donc, ces obligations autour des services du cloud et de serveur protection. Merci. Ces deux éléments sont profondément connectés. La manière dont nous sécurisons cette protection des données dans la chaîne d'approvisionnement numérique. L'IA et le cloud sont déjà profondément intégrés l'un à l'autre, donc dans les administrations publiques, dans la santé. Le problème n'est plus théorique, c'est plutôt un problème de comment évoluer dans un environnement complexe. La protection des données reste essentielle, particulièrement avec la RGPD, mais elle n'est pas suffisante. Les réglementations RGPD ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin de systèmes qui sont intégrés, la sécurité du système et sa robustesse. Donc nous devons continuer à mettre en place un concept plus large de sécurité IA, et ces concepts doivent inclure la sécurité de l'IA elle-même, la sécurité, se protéger de l'IA, se sécuriser avec l'IA, et se sécuriser contre l'IA. Je pense que nous devons continuer de protéger nos données et être conscients de l'interconnexion entre l'IA et la donnée. Et en tant que fournisseur, nous devons faire partie de ces stratégies. Merci beaucoup, Albar Queiroz. Vous l'avez dit, comme l'un des marchés prioritaires à fort potentiel de croissance, répondant à des enjeux sociétaux majeurs, avec une stratégie d'accélération cloud, France 2030. Vous défendez la DGE, un cadre de confiance harmonisé, car sans confiance, il ne peut y avoir d'innovation. Parlez-nous de cet équilibre. Oui, tout à fait. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai pu vous dire juste avant avec le rôle essentiel du cloud dans la transformation de notre économie et de notre société. Vraiment, aujourd'hui, le cloud, on voit, c'est un levier essentiel pour justement se saisir et développer de l'innovation, développer des nouvelles technologies de pointe. Mais en fait, ce potentiel, il pourra se concrétiser qu'à une condition, c'est qu'il y ait de la confiance. Parce que sans garantie de sécurité robuste, adaptée, et justement, ça revient avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, d'avoir cette certitude que nos données, nos actifs les plus stratégiques, les plus sensibles soient bien protégés, en fait, on n'arrivera pas
à développer l'innovation et aussi à entraîner un mouvement de passage à échelle des offres derrière. Une analogie très simple, imaginons 30 secondes, l'innovation c'est un train. La confiance, c'est ni plus ni moins les rails. Si vous n'avez pas des rails solides dans lesquels vous avez confiance, il n'y a personne qui va embarquer dans ce train et le train il ira nulle part. C'est tout pareil aujourd'hui avec le cloud et globalement le numérique. Si on n'embarque pas, il n'y a pas de diffusion de l'innovation. Et c'est justement en fait pour répondre à cet enjeu que la DGE s'investit au quotidien, notamment aux côtés de l'ANSSI, de la DINUM et bien d'autres partenaires, pour mettre en place, en tout cas on l'espère, une politique ambitieuse pour vraiment créer les conditions qui permettent de développer un marché de confiance, compétitif et fiable. On a beaucoup parlé de Sectum Cloud. Sectum Cloud, c'est un référentiel qui pose un cadre qui permet justement de structurer un écosystème d'acteurs en capacité d'apporter ce haut niveau de protection, notamment à l'égard des lois extraterritoriales non européennes. Mais plus encore, en fait, c'est un repère. Ça permet aux administrations publiques et aux entreprises d'identifier facilement qui sont les acteurs justement en capacité d'apporter ce niveau de protection. Et comme l'a très bien dit Henri, en fait, ça fait partie c'est un des gros enjeux aujourd'hui des négociations sur la révision du Cyber Security Act avec en sous-texte EUCS derrière. Bien sûr, on a Sectum Cloud, on met également en place au travers de notre stratégie d'accélération pour le cloud différents dispositifs qui s'intègrent dans le plan d'investissement France 2030 pour accompagner justement le développement d'offres de confiance. Et vraiment, en fait, on a une logique qui est toujours à mi-chemin en disant en fait, on a une stratégie qui doit être en faveur de la confiance, mais en faveur de l'innovation aussi. Parce que c'est clair, sans confiance, il ne peut y avoir d'innovation. Et voilà. Merci beaucoup, Chana Leduc-Morin. Guylain de Salin, as you mentioned, there are some risks associated. Comme vous l'avez dit, il y a des risques associés à trop d'interventionnisme de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux réglementations du cloud ? Le problème, je pense, c'est que trop de réglementation, donc là, la confiance et la résilience est objective, mais c'est OK si c'est objectif tant que ça reste proportionnel. Ce que nous avons vu dans certains pays, dans certains textes de loi, donc toute la donnée, quelle que soit sa sensibilité, si elle est privée ou si elle est personnelle ou non personnelle, cette donnée doit rester à l'intérieur des frontières. Lorsque nous parlons de protectionnisme, vous essayez de protéger vos entreprises nationales eh bien, ça peut aussi restreindre l'accès à l'innovation et ça peut pousser les entreprises à moins innover, ce qui peut être très problématique et avoir un mauvais impact sur la productivité. Donc les questions que nous avons aujourd'hui au sujet du cloud et ce sont les mêmes questions qui vont être posées dans les 5 prochaines années sur l'IA. Donc est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est résilient? Est-ce que c'est... Donc vous avez des réglementations dans l'Union européenne. Donc vous pouvez utiliser l'IA dans des systèmes qui sont développés par des acteurs hors de l'Europe. Quelles seraient les conséquences sur l'économie? Donc déjà un grand impact négatif à la productivité parce que la plupart des modèles les plus puissants sont développés par d'autres pays. Non, même d'ailleurs 2 pays principalement. En France, vous avez de la chance, vous avez Mistral. Donc Mistral est assez fort sur quelques cas d'usage. Mais sur d'autres solutions, par exemple avec le cloud, vous allez perdre l'accès à d'autres solutions. Donc ça peut restreindre l'accès à l'innovation. Je pense qu'il faut vraiment être précautionneux sur ces sujets. Merci Guylain de Salin. Éviter que la conformité devienne un frein à l'innovation. Comment concilier alors souveraineté et performance opérationnelle? Effectivement, si c'est simplement pour faire des textes, pour empiler des textes et pour demander à ce qu'on mette des tics sur des fichiers en disant bah, ça je l'ai fait, ça marche pas. C'est toute l'approche qui a été
renforcer. Je pense notamment, par exemple, à Résilience. La question, c'est comment est-ce que je transforme les choses, comment est-ce que je l'intègre dans la gouvernance, comment est-ce que je mesure mes risques, je les réactualise en fonction des différents paramètres. La vraie question, c'est est-ce qu'on a trop de législation ou pas? On voit bien que l'Union européenne a empilé pas mal de textes qui, parfois, sont assez orthogonaux les uns avec les autres, et donc il y a un gros travail de simplification qui doit être fait. Simplification veut pas dire, par contre, de tout redéfinir. Omnibus a quand même un vrai problème, c'est qu'Omnibus a des très bons aspects en termes de simplification et de très mauvais aspects dès qu'il s'agit de redéfinir un certain nombre de choses, comme par exemple la définition même de données personnelles. Je pense que c'est pas le bon sujet. Mais on voit bien que la régulation n'empêche pas forcément l'innovation. Parce que je ne crois pas que les deux doivent s'opposer. En revanche, effectivement, si la régulation est simplement quelque chose qui doit être réservé à un service juridique dans une entreprise, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit incarné dans la gouvernance des organisations. Il faut que ça soit suivi au quotidien. C'est valable pour la cyber, c'est valable pour la protection des données, c'est valable pour les choix stratégiques dans les systèmes d'information. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que l'Europe est en capacité de simplifier le corpus pour permettre l'innovation tout en préservant ses valeurs. Et on voit bien d'ailleurs que ce sont nos valeurs qui posent des problèmes, notamment aux États-Unis, puisque le gouvernement américain, enfin Donald Trump, a pris le RGPD, a pris DSA, DMA et les a monétisés dans les droits de douane. Bon, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à laisser ces valeurs, pas forcément surréglementer, pas forcément codifier immédiatement les choses, laisser faire ce qu'on appelle la soft law. Une fois que c'est sédimenté, une fois que c'est partagé par tout le monde, alors là, on pourra le codifier. C'est quand même assez cocasse qu'un parlementaire vous dise ça, mais moi, le but, ça serait quand même qu'on ait de moins en moins de textes sur ce sujet-là, que les parlementaires européens aient moins de textes sur ce sujet-là, et qu'on soit simplement ex post à évaluer les choses et à dire, bon, ça, tout le monde est d'accord, on le prend, on le codifie, et ça marche bien. Ça, par exemple, sur l'IA, mettre dans du texte immédiatement des choses dont on ne connaît pas les impacts pour l'avenir, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des valeurs en disant que systématiquement, un système d'IA doit être supervisé par un être humain et que l'être humain doit décider in fine. Mais on ne va pas commencer à pouvoir tout réglementer sur une technologie qu'on ne connaît pas et qui évolue tellement rapidement. Enfin, il suffit de regarder comment ça se passe à l'Assemblée en France, mais c'est valable dans beaucoup de pays européens. On met 18 mois, 24 mois à pondre un texte. Si c'est pour commencer à régler ou à réguler de l'IA dont on ne sait même pas comment ça va se passer dans 3 mois parce que tous les 3 mois on a des bons technologiques fabuleux, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire. Et donc là, je pense qu'il faut que l'Europe commence non pas à abandonner la régulation, mais à mieux réguler et à réguler de façon plus intelligente. Monsieur le député, merci. Philippe Miltin, vous l'avez souligné, Outscale se positionne sur une stratégie de complémentarité et en toute transparence. Pouvez-vous élaborer cette stratégie du « et » ? Je pense que, enfin, on a parlé tout à l'heure, mais ce qui est évident, c'est que une fois de plus, aujourd'hui, on est en complémentarité. Imaginez remplacer des hyperscalers aujourd'hui avec le volant d'affaires qui est fait en Europe n'a pas lieu d'être. Et donc, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, on est en capacité d'opérer. On est en capacité aujourd'hui d'avoir toutes les solutions dont nos clients, secteur public et privé, ont besoin pour des données sensibles, pour des sujets particuliers. On ne fera pas tout, mais aujourd'hui, une fois de plus, ce qui est important, c'est de démarrer. C'est-à-dire que on le voit, par exemple, dans l'IA. Aujourd'hui, Outscale a une solution avec Mistral pour pouvoir offrir une solution d'IA souveraine de bout en bout, c'est-à-dire que Mistral opère ses moteurs d'IA générative avec des données européennes. On les opère dans un cadre Secnum Cloud, donc on assure la souveraineté de l'IA de bout en bout. Et donc, évidemment, sur un certain nombre de sujets, ça fonctionne. Sur d'autres, ça n'a pas raison d'être et on peut tout à fait utiliser de l'IA chez un hyperscaler et avec des modèles américains, donc ça fonctionne parfaitement bien. Mais cette complémentarité, elle est absolument essentielle. Elle est essentielle parce que cet élément sur lequel les hyperscalers se basent, c'est de dire, de toute façon, on a un catalogue de services et des capacités qui sont immenses que vous ne pouvez pas remplacer. La réponse est oui, effectivement. Nous ne pouvons pas remplacer l'ensemble du catalogue des services des Américains. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir opérer des données sensibles? La réponse
Et oui, on est tout à fait capable de le faire. Donc cette complémentarité, elle est essentielle. Je la transmets, enfin, je fais l'analogie en disant c'est un sujet d'aïkido, c'est-à-dire que je ne n'essaye pas de contrer la force américaine, je m'en sers à un moment ou à un autre pour dire que oui, on a besoin d'eux pour un certain nombre de cas aujourd'hui, mais on est tout à fait en capacité de se protéger, d'avoir l'ensemble des composants technologiques et des opérations en Europe pour pouvoir le faire. Et donc faisons-le, faisons en sorte que aujourd'hui, et ça a été dit et redit, que l'Europe se réveille, que l'Europe aujourd'hui n'est plus ses peurs, parce que je crois que aussi psychologiquement c'est aussi un vrai sujet. On travaille avec les Américains maintenant depuis des années, voilà, des dizaines d'années sur lequel ce sont nos alliés, et travailler avec nos alliés et pouvoir contrer les alliés, c'est quelque chose, c'est un seuil psychologique compliqué, et aujourd'hui les alliés d'hier ne sont peut-être plus forcément nos amis et peut-être demain nos ennemis. Donc aujourd'hui il est important que tout le monde le comprenne et que le mette en œuvre. Merci beaucoup Philippe Miltin, et aussi très percutante cette métaphore de l'aïkido. Your Excellency, TNO and so. Votre Excellence, vous développez des solutions de cloud souveraines afin de réduire la dépendance sur les entreprises de tech étrangères. Donc, est-ce que ces institutions mènent la voie? Est-ce que ça peut être utilisé à plus haute échelle? Merci Sarah pour cette question. C'est vraiment une initiative très intéressante qui se concentre sur une recherche sur le cloud qui est très très importante. Donc l'année dernière, nous avons vu aux États-Unis que un grand nombre de données scientifiques ont disparu des institutions sur le climat ou sur la santé par exemple. Donc afin de préserver cette donnée et afin de pouvoir l'utiliser, c'est très important de garder l'initiative et de développer des systèmes de cloud pour la recherche. Donc, 7 entreprises ont mené cette initiative, parmi elles KPN, un des fournisseurs nationaux de télécom, pour créer des solutions de cloud, des outils de cloud, qui ne veulent pas juste être utilisables par une seule entreprise, mais qu'elles soient utilisables par plusieurs entreprises, interopérables par plusieurs entreprises, avec une structure basique, des solutions open source qui peuvent être facilement interconnectées et faciliter les échanges entre les compagnies, entre les entreprises. Et c'est aussi une solution qui est assez facilement utilisable à plus grande échelle. Donc, l'exemple de Lidl, par exemple. Ils ont mis en place leur propre outil de cloud, leur propre cloud. Donc c'est un peu la même chose qu'avec Amazon et les librairies. Donc les autres entreprises veulent utiliser ces capacités de cloud. Et en faire, ce sera assez facile d'en faire des solutions plus matures et utilisables dans un contexte européen. Il faut apporter une nuance tout de même à la technologie américaine. Si on regarde le conflit en Ukraine quelques jours avant l'invasion, c'était les entreprises de technologie, de tech américaines qui ont aidé à protéger la souveraineté ukrainienne afin de sortir toute la donnée de l'Ukraine et de la protéger, afin de s'assurer que l'Ukraine pouvait toujours fonctionner sur le côté numérique. Nous ne pouvons pas exclure les grandes entreprises de tech, mais il faut travailler avec eux et ils jouent un rôle très important. Ils jouent encore d'ailleurs un rôle très important dans la protection de l'Ukraine face à la Russie. Donc si nous avons des grosses solutions très efficaces de cloud en Europe, nous pouvons faire face aux US. Car ils tombent sous les solutions cloud américaines tombent sous le Cloud Act, le FISA Act. Donc si ils veulent continuer, ceux qui veulent continuer de travailler aux États-Unis doivent respecter la loi américaine. Merci, Votre Excellence.
précis cloud de confiance à la demande des bénéficiaires. Le SIGREF a publié un référentiel et une méthodologie très concrète pour l'achat de services. Vous mettez d'ailleurs à disposition un kit gratuit d'appel d'offres qui permet à toute entreprise de définir ses critères pour s'assurer de sa sécurité et conformité. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, ce sujet a pris pas mal d'importance ces dernières années, et notamment celui de la confiance, hein, et de l'objectivation de la confiance que l'on peut placer dans une solution numérique, notamment dans le cloud, notamment avec un règlement tout à fait important en Europe, c'est le règlement DORA, Digital Operational Resiliency Act, qui impose aux organismes financiers, et notamment aux grandes banques systémiques, directement pour les banques systémiques sous la régulation de la BCE, de mettre en place des moyens qui permettent de développer et de garantir leur résilience opérationnelle dans l'usage des technologies numériques. Et ce qui fait qu'on a eu pas mal de demandes en préparation, mais également d'autres secteurs d'activité, notamment le secteur aéronautique, le secteur énergétique, certains secteurs très internationalisés, de disposer d'un outil que nous avons développé avec nos adhérents, pour garantir, pour objectiver les conditions de confiance que l'on peut placer dans une solution numérique. Et donc aujourd'hui, on a un référentiel, ce qu'on appelle du cloud de confiance ou du numérique de confiance, qui est articulé avec un clausier générique, des clauses techniques, un cahier des clauses techniques particulières génériques que chaque entreprise peut s'approprier si elle veut lancer un appel d'offres pour du numérique de confiance, qui est articulé autour de 4 axes. Le premier axe est celui de la sécurité technologique, donc des conditions de cybersécurité assez classiques. Le deuxième axe, c'est celui de la maîtrise de la dépendance du client à l'égard de son fournisseur de services. C'est essentiellement de la transparence, de la réversibilité, de l'interopérabilité, et ainsi de suite. Troisième axe, c'est celui de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale. Comment est-ce que je garantis que j'ai un opérateur qui met en place des services qui ne sont pas soumis à d'autres législations que les législations européennes, en tous les cas quand je suis un utilisateur européen. Et enfin, le quatrième axe qui est assez, qui peut paraître étonnant dans la catégorie ce qu'on appelle le cloud de confiance, mais c'est l'axe de la maîtrise de l'empreinte environnementale de mon fournisseur de services, notamment sur des enjeux c'est tout ce qui est écologique, l'empreinte écologique d'une solution de cloud. Et donc, à partir de là, nous avons voulu que ce référentiel il soit très générique, il soit commun pour l'ensemble des entreprises européennes. Et d'ailleurs, nous l'avons partagé avec nos amis allemands, néerlandais, belges et italiens, et maintenant polonais. Nous avons donc ce référentiel, il est maintenant bien connu. Et nous aimerions, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, dans un schéma européen de certification de sécurité, on puisse retrouver ce qui est l'expression de besoin assez basique d'une entreprise. Vous voyez, c'est pas des sujets qui soient extraordinaires, ce que demandent les entreprises. Elles ont des besoins. Il faut aujourd'hui que le législateur au niveau européen, il soit capable de répondre à ce besoin de manière assez normale, vous voyez, et sans en faire des paquets en disant c'est très très politique, tout ça. Non, pas du tout. C'est très pratique. Merci Henri Dagrin. Alba Arqueros, you make a compelling case that the cloud dependency is not a national risk. Donc la dépendance cloud n'est pas un risque national, c'est international. Et nous sommes tous d'accord. Est-ce qu'il y a une réponse européenne collective? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, la dépendance cloud est un enjeu européen. Mais je pense que ce n'est pas une question de dépendance en soi, c'est une question de maintenir le contrôle. Et comment on traite cette situation?
Donc, à mon avis, on doit réduire la dépendance critique tout en restant intégré dans l'écosystème. Mais je veux souligner les compatibilités. Il est important de travailler sur Gaia et IPCA. Il ne faut pas exclure les options. Il faut renforcer au niveau européen la réponse critique. Je pense aussi qu'il faut augmenter la gouvernance et la sécurité et de construire la confiance à travers la certification au niveau national ou une certification européenne telle que la certification cloud. On doit aussi être aligné et simplifier toutes les référentiels. Il est également important d'avoir une coordination opérationnelle à travers les mécanismes tels que Cyclone, et le leadership doit être sûr et structuré. On a besoin de la participation des agences européennes telles que la Commission, INISA et les autres agences. Il est aussi important que les pays membres restent dans une position centrale. Et on utilise toutes les connaissances des États sur les certifications et comment on travaille au quotidien. Donc, je pense qu'on a déjà vu comment le marché s'adapte, tel que AYS. C'était un exemple qu'on a eu en Europe. Donc, on doit continuer à travailler là-dessus. Merci beaucoup. DGE porte une vision dynamique de la souveraineté numérique, un catalogue d'offres de confiance, des analyses de chaînes de valeur pour identifier les dépendances les plus critiques et l'amorce d'un cercle vertueux. Comment cela se traduit-il en pratique pour un acheteur public ou une entreprise qui doit faire un choix aujourd'hui et trouver des offres substituables? Merci pour cette question. Déjà, je pense qu'on peut juste rappeler que la souveraineté numérique, c'est pas juste un concept, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, en fait. Ça consiste de manière très pratico-pratique à pouvoir, en fait, disposer et garantir des produits, des services fiables, sécurisés, de confiance. Et pour un acheteur public comme privé, derrière, ça implique plusieurs choses. Ça implique déjà de connaître ses dépendances, savoir de quelles infrastructures, de quels fournisseurs on dépend, où sont stockées les données qui sont traitées, où sont stockées les données et où elles sont traitées, mais aussi de quels usages dépendent de quels usages dépendent nos données aussi derrière. Et c'est une cartographie qui est essentielle, et c'est pour ça que l'approche dans lequel en fait s'est investi le CIGREF est très positive, mais il faut qu'on continue de creuser justement où se trouvent exactement nos dépendances. Et c'est pour ça que, et c'est là en fait toute la mission qui a été donnée au commissariat au plan et à la stratégie avec l'Observatoire pour la souveraineté numérique. Ensuite, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pouvoir disposer d'offres de confiance. Sur ça, je ne vais pas vous refaire un speech sur qu'est-ce que Secnum Cloud, parce que je crois qu'on en a déjà quand même pas mal entendu parler. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir disposer en France, et même au niveau européen, de 17 offres qualifiées Secnum Cloud, sur lesquelles en fait les organisations peuvent d'ores et déjà s'appuyer, et 14 autres offres sont en cours de qualification. Justement, après, c'est bien d'avoir ces offres, mais il y a aussi une question de comment on y va. Et pour accompagner les organisations, il y a eu plusieurs outils structurants qui ont été mis en place. D'une part, il y a eu des guides pratiques d'aide à la décision qui ont été lancés par l'ANSSI à l'été 2024, mais il y a également, notamment plus à destination des acheteurs publics, différents outils qui ont été déployés. Je pense notamment à la doctrine d'achat numérique qui précise justement les règles du make or buy, mais aussi le Vademecum qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur les données sensibles, afin vraiment d'accompagner les acheteurs publics dans l'identification de qu'est-ce qui relève d'une donnée sensible en dehors du cadre qui a été posé avec l'article 31 de la loi SREN.
Enfin, pour un acheteur public ou un acheteur privé, il y a aussi ce sujet de comment contribuer concrètement à vraiment une dynamique vertueuse pour soutenir derrière le développement d'alternatives françaises et européennes souveraines. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'une organisation va faire appel à une offre de confiance, derrière, ça va encourager le marché, ça va encourager d'autres acteurs à développer d'autres offres dans ce cadre-là, et donc ça contribue à la structuration d'un écosystème de confiance derrière. On voit que dans le public, ça va plutôt dans le bon sens, notamment grâce au plan France 2030, à la commande publique. Si on prend juste quelques chiffres, en 2025, juste sur le marché cloud de l'UGAP, c'était 70% des commandes cloud qui concernaient des acteurs européens. 26% de ces 70% concernaient du Secnum Cloud, ce qui représente 22 millions d'euros. Donc on est sur une dynamique assez intéressante qu'il faut poursuivre, qu'il faut consolider, mais il faut également que ça vienne de la commande privée. Parce qu'en fait, les grands donneurs d'ordre et les entreprises ont aussi un rôle essentiel dans la structuration de cet écosystème de confiance, notamment en orientant leur choix aujourd'hui vers des offres fiables. Parce que, en tout cas, le public, on n'arrivera pas à faire tout seul. On a une responsabilité collective. Et en fait, je pense que notre première responsabilité, c'est vraiment d'orienter, de faire vraiment de nos choix économiques le levier de notre autonomie stratégique et de notre souveraineté. Merci, Chana Leduc-Morin. Guylain de Salin, Base. Avec la perspective globale dans la région, pour vous, l'avenir de politique cloud, ce sera quoi dans quelques années? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut exporter les modèles européens et français vers d'autres pays? Si on va dans les pays, dans les Caraïbes ou la Pacifique, ils n'ont pas la maturité industrielle que nous avons en Europe. Donc, il faut faire attention pour les conseils sur la politique publique qu'on donne. Mais je pense que on a des situations extrêmes où il y a une dépendance totale. Et je pense que les pays sont en train de rejeter ce type de modèle, comme je l'ai déjà dit. Et l'autre, c'est une suffisance totale et indépendance totale, mais il est difficile d'atteindre cet objectif. C'est numérique, c'est global, c'est interconnecté. On ne peut pas toujours avoir tous les services à chaque étape de la chaîne de valeur. Si je prends l'exemple d'Apple, il y a une base à Californie, mais il y a du matériel construit en Chine, il y a des chips qui sont construits en Taïwan. Il faut avoir confiance aux partenaires commercial. Et je pense que je suis d'accord avec Philippe Miltin. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans la chaîne de valeur? Et je pense qu'il est important d'avoir des options pour pouvoir choisir des fournisseurs différents. Quelqu'un a dit hier, la souveraineté, c'est quelque chose, c'est la capacité de choisir. Je dirais aussi que c'est la transparence aussi. Donc, il est important d'avoir plusieurs parties prenantes. C'est ça qui est important, d'avoir une chaîne d'approvisionnement diverse pour pouvoir changer de fournisseur. On a aussi parlé de portabilité, il est très important aussi, et je pense que ça sera de plus en plus important. Il est aussi important de la direction. L'orientation sera la convergence réglementaire et l'interopérabilité réglementaire. Et s'il y a des acteurs qui veulent élargir, donc il y a un très bon exemple. En 2022, il y avait une déclaration de l'OECD sur l'accès des gouvernements aux données personnelles. C'est une question clé, l'accès aux données. C'est une question difficile. Il y avait une déclaration par l'OECD, les pays de l'OECD. Donc, il y avait une déclaration sur ce sujet. Donc, c'est ce qu'on appelle une loi douce. C'est pas une vraie loi, mais c'est une bonne étape sur le bon chemin.
Et je pense que ça peut nous aider. Merci. Monsieur le député, pour clôturer ce dernier tour de questions, avant un mot de conclusion, de prospective, je demanderai à tous de faire assez court pour le mot de conclusion. Comment finalement garantir la confiance des utilisateurs et des partenaires? Bon, la première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme d'exemplarité du secteur public. Très clairement, aujourd'hui, on a besoin. Alors, c'est pas ça qui fera toute la commande publique, mais la commande publique ne fera pas tout, mais il faut qu'il y ait une exemplarité du secteur public. Ça a deux avantages. La première, c'est que ça rassure tout le monde, et la deuxième, c'est que ça permet à des entreprises privées qui fourniraient l'État de pouvoir faire, j'allais dire, leur publicité auprès d'autres États ou d'autres entreprises en disant, bah, vous voyez, j'ai réussi à le faire pour l'État français, j'ai réussi à le faire pour une administration française, donc c'est que je suis capable de le faire pour votre organisation. Et ça, aujourd'hui, ça nous manque. On a des bonnes, il y a une volonté. La question, c'est comment ça se passe en pratique. Le Health Data Hub a été le bon exemple, on est en train de le régler. Il reste encore, par exemple, la question de Microsoft dans l'éducation nationale, qui a agité pas mal de choses depuis quelque temps. Bon, et c'est le premier point. Et le deuxième, il faut que le secteur public ne fasse pas tout seul dans son coin. C'est la fameuse doctrine du make or buy. Il faut qu'on arrive à clarifier cette politique-là, surtout dans un moment où budgétairement c'est très contraint. Et on voit bien que créer une solution, la maintenir au niveau, à l'état de l'art, et ensuite éventuellement pouvoir la déployer, ça coûte très très cher. C'est pour ça que la DINUM sur la suite numérique a demandé à certains ministères de participer financièrement à ça. Et c'est pas normal qu'on en soit là. On a des offreurs privés qui existent. On doit pouvoir avoir une DINUM qui dit, bah, je prends des solutions privées et je vois comment est-ce que je peux les intégrer dans le système d'information de l'État, mais que l'État ne fasse pas tout seul dans son coin. Il a déjà suffisamment avec le régalien à faire pour ne pas s'occuper du reste. Donc je pense que c'est ça la confiance. Et puis ensuite, il y a une question de cybersécurité qui revient tous les jours. Il faut que le secteur public se mette au minimum des standards qui sont demandés. Enfin, on a vécu des attaques, quasiment toutes les semaines on a une attaque, et on s'aperçoit d'une seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'authentification multifacteur dans le secteur public. C'est n'importe quoi. Et donc là aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à nous dire à nos concitoyens que le secteur public est en capacité de faire cette transformation numérique, de pouvoir avoir des données, de pouvoir les protéger correctement, et qu'ils s'appuient sur les meilleurs. Et les meilleurs sont aussi en innovation dans le secteur privé, donc il y a une forme d'exemplarité à avoir. Merci, monsieur le député. Un mot très court, peut-être même un adjectif. Où voyez-vous le cloud en 2035? Ça sera un multi-cloud interopérable. On n'a pas le choix, de toute façon. Merci. Guylain, one brief close. Un seul mot pour conclure. Est-ce qu'on peut être optimiste ou pour le cloud européen? Oui, je suis d'accord avec le député. Multi-cloud et interopérabilité, c'est la clé. Je vais être très originale. Je pense qu'on peut tous souhaiter la même chose, mais aussi, surtout, on va dire, se donner davantage d'outils pour aller un peu vers plus de souveraineté numérique et d'autonomie stratégique. Alba? Je pense qu'on verra un modèle holistique. Et je pense aussi, si on reste sur le chemin, d'ici 2023, on verra un cloud avec résilience et résilience quantique. Henri? Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour une économie avancée à l'horizon d'une génération, une économie avancée comme l'économie européenne, dans une situation où plus de 80% des biens manufacturés sont fabriqués en Chine, plus de 80% des services numériques sont conçus aux États-Unis. Si l'Europe ne se réindustrialise pas, mais ça c'est moins mon sujet, mais ne construit pas sa propre base industrielle et technologique numérique, il n'y a pas d'avenir pour nos enfants sur ce continent. Ambassadeur Norman? L'ambassadeur Normand, on dit toujours qu'il faut une crise en Europe pour faire des grands pas et j'espère qu'ils vont reconnaître cela actuellement. Et il y a une crise et on est capable de faire beaucoup de choses si on peut créer en Europe Airbus qui maintenant a plus de succès de d'autres compagnies aériennes. Des constructeurs d'avions, je pense qu'on va pouvoir construire
un cloud en Europe souveraine. Stratégie de et plutôt que du ou, parce que je pense que c'est vraiment une clé de succès importante, d'avoir une fédération de champions de cloud providers européens et d'avoir un cloud buy européen aussi qui se met en place. Merci à toutes et à tous pour votre attention et on peut féliciter, applaudir nos panélistes. Bon Forum in Cyber.